Bonjour à tous, bienvenue dans ce bilan Mars et bilan Mars au féminin lecture pour la 4e année consécutive. Merci beaucoup d'avoir participé en masse cette année à Mars au féminin. Vous avez été super nombreux à partager vos piles à lire, vos lectures, vos avis, plein de participation au concours aussi, donc merci beaucoup. C'était un mois super enrichissant pour moi, peut-être pour vous aussi, et franchement, on repart l'année prochaine, bien entendu. J'ai lu énormément de livres cette année en mars. Voilà, j'ai 2 piles là, que je vais vous montrer, j'ai pris dans l'ordre de lecture. Je commence par les abandons. J'ai fait 2 abandons ce mois-ci. J'ai abandonné Joséphine Baker de Jacques Pessin, je crois, je vous mettrai la couverture quelque part. Parce que je suis un petit peu embêtée, parce que j'avais très envie de découvrir la vie de Joséphine Baker, mais malheureusement, c'est pas un angle qui m'a apporté quelque chose, dans le sens où déjà c'était écrit par un homme, et quand j'étais plongée dans tous ces bouquins écrits par des femmes, ça m'a fait bizarre déjà, au niveau de l'écriture. Ensuite, c'était très en surface, je trouvais que c'était pas assez détaillé, c'était très factuel. Et ensuite, y a des passages qui m'ont dérangée en fait. Des mots qui ne sont pas dits, est-ce qu'elle a été abusée dans son enfance? C'est pas vraiment dit. Il y avait quelques gestes déplacés, voilà. Alors c'est quoi ces gestes déplacés? Bref, des petites choses comme ça qui m'ont fait dire non, en fait, j'ai pas envie d'y retourner, ça ne m'intéresse pas, je préfère lire une autre biographie de Joséphine Baker, et je me suis tournée vers la BD de Catel, qui est une grosse BD, que j'ai là, que j'ai empruntée à la médiathèque, que je n'ai pas encore lue, que je lirai peut-être en avril, je ne sais pas quand je vais la caser, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, j'ai très envie de découvrir Joséphine Baker, mais c'était pas le bon livre, voilà, donc c'est pas très grave. L'autre livre que j'ai abandonné, c'est La deuxième femme de Louise May. Je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond, mais moi, c'est la structure qui ne m'a pas vraiment plu. Au début, c'était assez intéressant parce que c'est très oppressant. Il n'y a pas de dialogue. C'est que du monologue. Bon, il y a des paragraphes, il y a des chapitres, mais c'est que du... Je sais pas comment on appelle ça, ce genre de structure-là. Il n'y a pas de dialogue et du coup, ça se lit très lentement. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'accélérer ma lecture parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait. J'avais pas vraiment de plaisir à retourner dans cette lecture parce que ouais, c'était oppressant, c'était pas agréable. Alors j'imagine bien que c'est le sentiment que voulait nous donner l'autrice, mais ça m'a pas convenu du tout en fait. Et j'ai pas eu ce souvenir-là quand j'ai lu Les Embruns, qui s'est plutôt bien lu. Et pour le coup, Les Ravagés aussi, qui me tente beaucoup, a fait presque l'unanimité parce qu'il a été assez encensé, donc pareil, il me fait envie. Mais vraiment, La deuxième femme, c'était pas possible quoi. Donc j'ai abandonné, j'ai préféré abandonner. Une lecture que j'ai pseudo-abandonné, mais c'est des contes, donc c'est pas... Voilà, je pourrais y revenir. C'est donc Reconte. Là aussi, je suis un petit peu embêtée parce que c'est un livre auto-édité, féministe. C'est des contes revisités à la sauce féministe. Il y a des contes assez intéressants, puis d'autres qui sont vraiment barrés au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire. Donc, je suis assez mitigée. J'ai lu la moitié, mais j'y reviendrai sûrement. Voilà, parce que j'ai envie de découvrir, parce que c'est des petits contes après tout, et parce que Aurélia, qui l'a lu aussi avec moi, l'a terminé, et elle m'a dit que bon, oui, effectivement, il y a des contes qui partaient un petit peu en vrille, mais d'autres qui étaient vraiment intéressants. Donc, pour le coup, je pense que je le terminerai plus tard. On passe aux lectures, je suis déjà à 3 minutes 23. Alors, beaucoup de coups de cœur pour ce mois de mars. La femme gelée, coup de cœur, post-it, à donf. Annie Ernaux, vraiment, je vais y retourner, je veux lire les années d'Annie Ernaux, que j'ai prévu pour juin, je crois. Et là, on parle d'une femme trentenaire, sauf qu'en fait, on ne parle pas d'une femme trentenaire. Hein. Oubliez le résumé, ne lisez surtout pas le résumé, il est faux. Le résumé, c'est la fin du bouquin, c'est genre les 2 dernières pages. Hein, donc, oubliez vraiment ce résumé. C'est l'histoire d'une femme, donc c'est souvent, je crois que c'est de l'autofiction, ça s'appelle. On ne sait pas si c'est Annie Ernaux. C'est mais on ne sait jamais vraiment son prénom, je crois. C'est une jeune fille qui grandit au milieu d'un modèle patriarcal dans les années 50, donc après-guerre, je crois, et qui voit sa mère s'occuper de son mari, et sa mère qui dira toi aussi tu auras droit à tout ça, à l'électroménager, à ton alliance, à fonder une famille avec ton mari, et voilà, tous les codes bien ancrés dans la société de l'époque. Et elle grandit comme ça, effectivement, et puis elle va rentrer dans ses codes, sauf elle veut finir ses études, en fait. Elle veut être prof, je crois. Et voilà, la vie fait que, la société fait que, elle doit répondre à des codes qui ne lui conviennent pas. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin, parce que déjà, c'est très bien écrit, et on est enfermé avec elle, quoi. Et on sait qu'elle va finir mariée avec des gamins. Et on sait qu'elle veut en sortir, mais qu'elle ne pourra pas parce que les codes sont trop forts pour elle et qu'elle ne pourra pas s'en détacher. Son mari est odieux, exécrable.
Mais c'est comme ça, j'ai adoré cette lecture et je retournerai vers Annie Ernaux, bien entendu. J'ai lu encore un coup de cœur, Mes bien chères sœurs, de Chloé Delhomme. Au début, j'ai eu un petit peu peur pour l'écriture parce que ça me faisait penser à du Despentes que je n'avais pas lu, mais j'avais lu le début de King Kong Theory et je savais que c'était connu comme style d'écriture. Et puis après, on parle de sororité, on parle de féminisme, hein, bien sûr, de la société actuelle, de tout ce qui se fait. Et j'ai eu des grosses claques, franchement. J'ai adoré ce court témoignage, roman, essai, plutôt essai, qui est assez clashant en fait et qui dénonce beaucoup, mais c'est ce qu'on attend je pense de Chloé Delhomme. J'ai d'ailleurs acheté Les Sorcières de la République, que je dirais je ne sais pas quand, mais que j'ai très envie de lire. Et celui-là est très court, il est très aéré et il donne des phrases choc, vraiment qui marquent, qui sont hyper bien écrites, c'est très bien écrit. Et franchement j'ai adoré ce livre, donc je vous le recommande aussi. Encore un coup de cœur, bah décidément, Les Orageuses de Marcia Burnier, pardon. Pareil, j'ai mis des post-it tout le mois de mars, j'ai écoulé tout mon stock de post-it, je crois. Et là, on suit en fait des femmes qui se font violer, qui se sont fait violer et qui vont se venger. Voilà, donc j'ai trouvé ça original comme point de vue parce que moi, j'en avais jamais lu de livre comme ça. Il paraît que Dirty Weekend est aussi sur ce thème-là, donc il m'intrigue un petit peu. Et là, voilà, c'est très bien écrit aussi, c'est super brutal. Le début est, waouh, est vachement cash, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Cambourakis, je sais maintenant que c'est une valeur sûre. J'ai acheté Viendra le temps du feu, dont on entend beaucoup parler aussi, et je pense qu'il y en a d'autres comme ça, qui doivent être hyper intéressants sur le féminisme. Je crois que c'est la collection Sorcière, et franchement, ouais, c'est ça, Sorcière. Et je vous le recommande à 1000%. Il est très court en plus, hein, il fait 150 pages, même pas 140, donc il se lit très vite. Encore un bouquin. Coup de poing. Gros coup de poing là. Grosse claque parce que j'ai été très dérangée dans ce livre. Pas dans le point de vue négatif, mais dans le sens où, waouh, déjà quel courage elle a eu. Et en plus, c'est vraiment sur l'emprise de ce mec de Maznev sur elle. L'emprise, c'est plus que le consentement, je trouve, c'est l'emprise, la manière dont il va s'emparer d'elle, qui est jeune, qui a 14 ans, lui qui en a 50. Et ce beau parleur, ce beau conteur qui a les mots, qui a les tournures de phrases, qui a cette aura en fait, qui va complètement l'enfermer et sa mère qui ne va rien faire parce que bah non, à l'époque les viols comme ça, la pédophilie, c'est pas, on est dans les années 80 je crois et c'est pas comme aujourd'hui quoi. Je pense qu'on n'en parlait pas de la même façon, on le dénonçait pas de la même façon et franchement c'est un bouquin qui dérange mais qu'il faut lire vraiment. Parce que il est important, il a donné lieu à un gros séisme dans le milieu artistique, je pense, donc littérature, toutes ces choses-là. C'est là où il y a eu beaucoup de... Comment dire? C'est un peu le début de toute cette vague-là maintenant, un peu, je pense, MeToo inceste, tous ces hommes qui sont mis en examen parce que... viol, parce que agression sexuelle, peut-être que c'est un peu à l'origine de ça, c'est peut-être la première qui a parlé de ça, peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un bouquin à lire, donc je vous le recommande encore une fois. Alors, celui-là, je le recommande pas à tout le monde. Scam Manifesto, j'ai eu un petit peu de mal. C'est Valérie Solanas, c'est un manifeste qu'elle a écrit en 67 et qui est republié maintenant. Il a été postfacé par Lorraine Bastide, qui est mon gourou féministe maintenant. Et je conseille de lire la postface avant de lire le livre. C'est ce qu'on m'a conseillé en fait. J'ai lu jusqu'à la page 40 à peu près. Et puis il y a quelqu'un qui a vu ma story et qui m'a dit « Lis la postface de Lorraine Bastide, ça aide vraiment à recontextualiser le livre. » Et effectivement, c'est vraiment ça. Elle parle de la vie de Valérie Solanas, qui était une femme qui a connu des viols par son père, par son beau-père, par son grand-père. Elle a été complètement maltraitée et manipulée par Andy Warhol. Elle lui a d'ailleurs tiré dessus. Elle a été emprisonnée. Elle a fini sa vie comme une SDF, une pauvre femme complètement dans la misère. Et vraiment, c'est... Quand on sait ça, on dit ouais, on peut comprendre pourquoi elle en veut aux hommes. Mais elle en veut très très violemment aux hommes, quoi. Franchement, je suis encore un peu prise. Franchement, elle en fait baver, quoi. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin.
après tout, hein. Donc, ouais, il faut le prendre, il faut pas le prendre au premier degré, ce livre. Et il faut connaître un tout petit peu la vie de Valérie Solanas pour l'apprécier. Je l'ai peut-être pas apprécié à sa juste valeur, parce qu'à mon avis, c'est un livre qui donne le temps de réfléchir, qui demande le temps de réfléchir aussi. Mais je l'ai bien aimé, vraiment, il y a des passages que j'ai post-ités, notamment. Et je pense que c'est très intéressant à étudier, vraiment à étudier, en fait. Ensuite, bah, un bouquin totalement essentiel que tout le monde devrait avoir, que tout le monde devrait offrir, parce que déjà tous les bénéfices sont reversés à l'association Nous Toutes. C'est le livre de Caroline de Haas, qui est un manuel d'action contre les violences sexistes et sexuelles. C'est hyper important. Voilà, si vous connaissez pas Nous Toutes, allez sur leur compte Instagram. Elles donnent tout le temps des informations. C'est elle qui publie les chiffres la plupart du temps, avec Simone aussi qui relie, je crois, bah, les féminicides, en fait, pas chaque jour, heureusement, mais de nombreuses fois dans l'année, c'est elles qui recensent tout ça, et elles font un travail de fou là-dessus. Elles font des formations gratuites via Zoom. J'en ai suivi une qui est très très intéressante, et c'est très important de s'informer. Donc vraiment, je recommande fortement, fortement ce livre-là. Ensuite, un joker, un homme, mon Dieu, Mathieu Ménégo, qui a traité d'un sujet très important, qui est le jugement d'une femme qui a commis un meurtre. Mais pourquoi elle a commis ce meurtre? Bah, peut-être parce qu'elle a été violée, peut-être qu'elle a été abusée, peut-être qu'elle a été trompée, peut-être que voilà, plein de choses comme ça. C'est une femme qui prend 20 ans de prison, et on va savoir pourquoi. On va connaître son point de vue à elle, parce qu'elle va parler, et on va assister à toute la cour d'assises, à tout le jugement. C'est hyper précis. Je pense que Mathieu Ménégo a fait appel à de nombreux avocats, peut-être juges, textes de loi, toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment, vraiment très précis. J'irai pas chercher les sources parce que je le crois, je pense que c'est vraiment ça. Il y en a qui trouvent que non, ce bouquin ne devrait pas être écrit de ce point de vue-là. Je vais pas rentrer dans le détail, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Moi, je trouve que c'est un bouquin qui fait clairement réfléchir, se poser des questions, remettre en question énormément de choses. Et c'est à ça qu'on reconnaît les bons bouquins, en fait. Voilà, clairement. C'est un bouquin coup de poing. Mathieu Ménégo a l'habitude de faire des bouquins coup de poing. Ça marche. Moi, ça a marché avec moi. Je pense que c'est un coup de cœur. En tout cas, c'est un gros coup de poing, quoi. Donc, vraiment, lisez-le. Il faut que j'éternue, mais j'arrive pas à éternuer. Alors, tant pis. Ensuite, je suis passée à un autre registre, réseaux sociaux, Instagrammable, de Eliette Abekassi, que je ne connais pas du tout, mais qui a publié plus de 20 ouvrages. Et là, Instagrammable, ça parle d'un truc que je me rappelle plus trop, en fait, parce que je l'avais lu, je le savais. Vite lu, vite oublié. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur une jeune fille qui est sur les réseaux sociaux. Et voilà, sur la dépendance et la violence induite par les réseaux sociaux. Thème très actuel, très bien en parler. Sauf que moi, avant, j'ai lu Elle a menti pour les ailes de Francesca Sierra, publié chez Anne Carrière. J'ai lu cet été et il m'a fait énormément de réfléchir. Et ça a été un super coup de cœur, franchement. Et il fait 500 pages. Là, on est sur du 175 pages. Et je pense que c'est pas assez développé. C'est un peu brouillon parfois. Et non, clairement, il restera pas dans ma tête. Donc, je peux vous le recommander pour ceux qui n'ont jamais lu de livres traitant de ces sujets des réseaux sociaux. Mais ceux qui en ont déjà lu, je pense qu'il n'est pas essentiel en tout cas. Bah tiens, je vais parler de celui-là tout de suite après, même si je ne l'ai pas lu tout de suite après, parce qu'il parle aussi des réseaux sociaux, de YouTube et du danger d'exposer ses enfants sur YouTube. J'avais jamais lu de Delphine de Vigan et je relirai sûrement du Delphine de Vigan parce que c'est très bien écrit. C'est pas hyper poétique, mais c'est super bien agencé, franchement. On suit donc deux personnages, deux femmes, Mélanie et Clara. Clara qui est flic et Mélanie qui est mère de famille, qui a grandi, elles ont grandi toutes les deux à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la télé-réalité, de Love Story. Mélanie a même failli... Enfin, elle a participé à une télé-réalité, mais elle n'est pas allée très loin, et du coup, elle est frustrée de ça. Et donc, quand elle a des enfants, bah, elle se dit, mais le succès est à portée de main, la popularité est à portée de main, à portée de téléphone, à portée de YouTube. Donc, je filme mes enfants, on filme dans des supermarchés, on achète plein de trucs, on fait des unboxings, tout ça, sauf que c'est ces enfants qui sont mis en scène. Est-ce que les enfants ont vraiment envie d'être mis en scène quand ils ont 6 ans? Qu'est-ce qui se passe quand ils en ont 16? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se revoir quand ils étaient tout petits? C'est pas sûr. Donc là,
Delphine de Vigan va hyper loin, mais hyper loin. Dans la deuxième partie qui est courte, hein, je sais pas où elle commence la deuxième partie. Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on est projeté ailleurs. Et je me suis dit, ah ouais, mais elle a hyper bien cherché son truc en fait. Elle est allée super loin. Et c'est un coup de cœur absolu, quoi. Parce que vraiment, ce bouquin déjà est essentiel pour se rendre compte de l'importance de la visibilité sur les réseaux sociaux, de l'image de soi qu'on donne dans les réseaux sociaux. À partir du moment où on publie quelque chose sur Internet, ça ne nous appartient plus, c'est sûr. Je donne une vidéo, je vous regardez sur IGTV, je me filme, je montre mon visage, n'importe qui peut le récupérer. Quand on en a conscience et qu'on est adulte, bon, on est consentant. Quand on a 6 ans, on dépend un petit peu de ses parents encore, et du coup c'est le choix de ses parents. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui l'ont beaucoup aimé. J'ai pas vu de retour négatif encore, donc ça serait intéressant de savoir s'il y en a qui ne l'ont pas aimé et pourquoi ils ne l'ont pas aimé. Je reprends le fil, j'en ai encore plein à vous présenter, je suis déjà à 16 minutes. Femme, race et classe de Angela Davis, que j'ai adoré, qui est hyper pertinent. J'ai postité un maximum. Pardon. Qui parle d'esclavage, qui parle de racisme, post-esclavage, qui parle de la place des femmes dans la société. C'est super intéressant, c'est très abordable. J'ai un peu moins aimé la fin parce que c'était des sujets qui me parlaient un petit peu moins, mais tout le début sur l'esclavage et sur la façon dont on traitait les femmes est extrêmement intéressant, donc je relirai du Angela Davis, ça c'est sûr. En plus c'est super bien écrit, donc je n'ai pas grand chose à dire. Encore un coup de cœur. Les Impatients de Jaili Amadou Amal, qui est sur l'histoire de 3 femmes au Sahel. Alors il y a 2 femmes qui sont proches, on va dire, et une femme qui est pas de la même famille, mais qui est connue comme, qui est dans le même cercle, on va dire. Mariage forcé, viol, patriarcat, enfin voilà, hyper bien écrit, hyper prenant. Et très émouvant, un peu malsain, mais c'est pas malsain dans le sens ah ça me dérange, c'est malsain dans le sens où ça existe, où c'est toujours actuel. Et c'est fou. Je vous lis un bout. Le devoir conjugal. Le médecin ne s'en formalisa pas non plus. Ce n'était pas un viol. Tout s'était déroulé normalement. Je suis juste une nouvelle mariée plus sensible que les autres. Oui, parce qu'il y a de la polygamie, tout ça. Mon mari est jeune et amoureux. C'est légitime qu'il soit ardent. C'est habituel que ça se passe ainsi. D'ailleurs, qui a osé évoquer le mot viol? Le viol n'existe pas dans le mariage. Vous voyez un peu le truc? Voilà. Donc, super, super, super important à lire. Je suis encore un peu prise, ça m'agace. Boum! King Kong Theory, enfin, je l'ai sorti. Il n'était pas prévu, mais je l'ai sorti parce que je voulais le sortir et parce que mon live avec Ajar m'a encore plus donné envie de le sortir. Bon, bah voilà, hein, ça a beau être écrit dans les années 2000, c'est toujours actuel. Elle dénonce énormément de choses et en même temps, elle va pas trop loin, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'on attend d'elle à l'époque, je pense. Si elle avait écrit King Kong Theory maintenant, ça aurait plus ressemblé un peu à ce qu'elle a fait pour le discours des Césars que à ça. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai mis que 2 petits post-it, tiens. Pourquoi? Ouais, elle parle de viol, elle parle de son viol à elle, de travailleuse du sexe, de quoi? De porno sorcière, oui, du film King Kong, et puis elle se barre après, quoi. Elle se barre, STV se barre, c'est vraiment ça, STV elle se casse. J'ai pas grand chose à dire parce que je pense qu'il faut juste le lire en fait pour se faire un avis sur ça. Ah! Le petit Agatha Christie du mois, le couteau sur la nuque. Lecture commune avec Estelle, il y en a plein qui ont été lus avec Estelle, avec plein de gens, c'était trop cool. Là, donc on suit Lady Edgware. Edgware? E-D-G-W-A-R-E. Edgware, je crois. Qui dit à Hercule Poirot, écoutez, mon mari, faut le supprimer. Voilà, faut supprimer mon mari, j'en peux plus. D'accord? Et son mari meurt. Mais elle n'était pas du tout sur le lieu du crime, en fait. Elle a un alibi béton. Mais bien sûr, Poirot va accuser un peu tout le monde, va interroger tout le monde autour d'elle, sa domestique, ses amis, bref, beaucoup de gens. C'est un Agatha Christie, tout le monde est suspecté, tout le monde est interrogé, et on est mené en bateau. Sauf que moi, j'ai compris un truc au début, que j'ai revu à la fin,
et après j'ai mélangé, après je mélangeais les personnages, je ne savais plus qui était qui, donc la prochaine fois que je lis un Agatha Christie, je prends des notes, je note chaque personnage, je note les liens entre chaque personnage, parce que je veux vraiment comprendre un maximum, parce que c'est hyper bien écrit, c'est court, et tout est important chez les Agatha Christie. Donc voilà, prochaine fois, le secret de Chimney, je noterai les personnages. Alors, encore, oh j'en ai encore 4. La chair de sa chair de Claire Favant est un livre extrêmement beau déjà, il faut le souligner. J'aime beaucoup Claire Favant, j'ai adoré Le Tueur Intime, j'ai adoré Serre-moi fort, j'ai adoré Dompteur d'ange, Inexorable, et j'ai moins aimé Les Cicatrices, et j'ai moins aimé La chair de sa chair. Pourtant, c'est un thriller hyper efficace. C'est un thriller maternel, ça se dit ça? Thriller domestique. Une femme et ses enfants, maltraités par le conjoint, puis par un autre père, puis un drame avec un des enfants. Je ne veux pas trop vous en raconter, vous en dévoiler. Il est au final assez court, hein, il fait 350 pages. Et en fait, bah, il n'y a pas tellement de surprises dans ce livre pour moi. Je pense qu'il sera surprenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de lire des thrillers. Il est bien écrit, ça fonctionne, ça fait complètement le job. Mais il m'a manqué un truc vraiment à la fin pour me dire « Ah ouais, bah ouais ». Mais c'est pas grave, parce que dans la direction qu'elle a pris, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Elle était obligée d'aller dans cette direction, vu les éléments qu'elle nous avait donnés. Donc ça fonctionne, mais pas trop de surprise pour moi. Mais c'est pas grave, je continuerai à lire Claire Favant, bien sûr. Le petit bonbon du mois, c'est Retour à Whistle Stop, c'était trop bien. Je peux pas vous en dévoiler plus parce que c'est la suite de Beignets de tomates vertes, mais on retrouve des personnages, on les voit évoluer, on change un petit peu d'époque, on se rapproche de notre époque. Il y a toujours les petites gazettes de Wims, il y a toujours ce petit voyage dans le temps, ces petites anecdotes. La fin est hyper touchante, j'avais la chair de poule à la fin tellement c'était bien, donc vraiment je peux que vous le conseiller si vous avez lu Beignets de tomates vertes. C'est un deuxième tome qui n'a peut-être pas lieu d'être quand on a fini Beignets de tomates vertes, mais qui se lit ultra bien et qui nous fait replonger dans l'univers de Whistle Stop. Donc vraiment c'est un bonbon, allez-y, foncez. Allez, je finis. La Cité de Feu, que j'ai lu tout le mois de mars grâce à Alexia de My Book Vision. Au début, j'étais pas super chaude parce que Guerre des religions, 1572, Carcassonne, tout ça, 1562, Carcassonne, non. Et en fait, c'est super bien écrit, c'est hyper prenant. Je l'ai lu lentement parce que je l'ai lu tout le mois, donc j'ai bien eu le temps de m'imprégner des personnages, de leurs relations, de l'histoire aussi parce qu'elle explique hyper bien les faits historiques. J'ai pas trop été perdue. Et la fin est trop bien. Mais je ne lirai pas la suite parce que pour moi la fin me suffit. J'ai pas envie d'en savoir plus, même si le tome 2 a l'air très intéressant aussi. Ça me suffit, ça me va. Et je finis avec Kérosène, que j'ai lu en une journée, le 31 je crois. Le dernier Adeline Dieudonné qui est sorti hier parce qu'il en est le 2 avril. Et qui se lit pareil d'une traite. On va suivre 15 personnages et on va les découvrir tout au long du roman. Ils vont se retrouver au début dans une station-service et à la fin aussi. Mais en fait, la fin, c'est pas grave. La fin, on s'en fiche de la fin. Ce qui est important, c'est les personnages. C'est le traitement des personnages. J'ai vu dans une interview que en fait, ce bouquin aurait dû être des nouvelles. Et effectivement, c'est peut-être fait comme des nouvelles parce que chaque histoire de personnage est importante, est intéressante, est malsaine, est grinçante, est violente, mais est super marquante. Vraiment, il y a des passages où j'étais écroulée, des passages où j'étais très mal à l'aise, un passage où j'ai fait avec une action qui se passe comme ça, je n'ai pas du tout vu venir. Je vous le recommande, mais ne vous attendez pas à une fin... Bref, voilà. En tout cas, c'était une super bonne surprise. Et tout le mois de mars était une excellente surprise. J'ai fait plein de découvertes. J'ai fait plein de redécouvertes. Le mois d'avril se promet enrichissant, hyper enrichissant. Donc voilà, je suis très contente de ce bilan. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon mois de mars, un bon mois de mars au féminin et que vous avez fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas si vous avez des bouquins en commun avec moi ou si vous voulez en discuter. Et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.